Ah ben, on n'est pas nombreux, hein. Bien, j'ai attendu les 5 minutes pour permettre à Philippe Brun d'arriver. Merci. J'avais été prévenu. Non, je rigole. Mes chers collègues, il convient tout d'abord que nous procédions à la nomination d'un rapporteur sur la proposition de loi instituant un mécanisme de saisie des avoirs souverains étrangers gelés en réponse aux violations du droit international, numéro 1706, qui a été inscrite à l'ordre du jour de la séance publique du mardi 12 mai, qui devra donc être rapportée en commission le mercredi 6 mai. Je suis saisi de la candidature de monsieur Laurent Mazori. Pas d'opposition, il en est ainsi décidé. Je vous rappelle que l'audition de ce jour est en format dit hybride, à la fois en salle de la commission et par visioconférence, car nous sommes en période de suspension des travaux de l'Assemblée et qu'il est souhaitable dans ces circonstances de permettre aux députés éloignés de Paris de pouvoir quand même y participer. Madame Karine Camby, présidente de la première chambre de la Cour des comptes, que nous auditionnons à la fois au titre du Haut Conseil des finances publiques et à celui de la Cour des comptes, est entendu à la fois sur le rapport de la Cour des comptes sur l'exécution du budget de l'État pour l'année 2025, la certification des comptes de l'État par la Cour des comptes, l'avis du Haut Conseil des finances publiques sur le rapport annuel d'avancement relatif au plan budgétaire et structurel national à moyen terme que le gouvernement va présenter aux institutions européennes, l'avis du Haut Conseil sur le projet de loi relatif aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année 2025. Sur ces différents aspects, l'audition du ministre de l'économie, M. Roland Lescure, et du ministre chargé des comptes publics, M. David Amiel, aura lieu lundi prochain, 27 avril à 14 h. C'est le seul moment qu'on a réussi à trouver qui correspondent à nos agendas respectifs. L'ensemble de ces travaux permettront ainsi de préparer le débat en séance publique relatif au plan budgétaire et structurel à moyen terme qui aura lieu lors de la reprise des travaux en séance publique de notre Assemblée le lundi prochain à 16 h, 27 avril. Madame la Présidente Camby, sans plus attendre, nous vous écoutons. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés. Je vous remercie de m'accueillir aujourd'hui pour vous présenter les différents travaux relatifs à la situation de nos finances publiques qui sont rendus publics aujourd'hui. Le rapport sur l'exécution du budget de l'État pour l'exercice 2025, l'opinion de la Cour sur le compte général de l'État pour 2025 et 2 avis du Haut Conseil des finances publiques, comme vous venez de le rappeler, Monsieur le Président. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais bien sûr remercier toutes les équipes de la Cour, dont une partie seulement est présente à mes côtés aujourd'hui, pour l'important travail qui a été réalisé à cet effet. Par souci de clarté, je présenterai successivement ces 4 documents et je voudrais tout de suite attirer votre attention sur le fait que s'ils portent sur des sujets très proches, ils sont fondamentalement différents. Le premier porte exclusivement sur le budget de l'État, il est donc en comptabilité de caisse. Le second porte aussi sur le budget de l'État, mais il est en comptabilité générale, c'est-à-dire, comme dans une entreprise privée, en droit constaté. Et ce n'est pas un rapport au sens habituel du terme, mais l'opinion de la Cour en tant que certificateur des comptes de l'État, exactement comme n'importe quel commissaire aux comptes. Enfin, les 2 avis du Haut Conseil des finances publiques concernent toute la sphère publique
État, opérateurs de l'État, collectivités locales, opérateurs des collectivités locales et sécurité sociale. Et il est présenté en comptabilité nationale, donc également en droit constaté, mais avec des règles un petit peu différentes de la comptabilité générale des entreprises. Voilà, c'est bien sûr le déficit public en comptabilité nationale qui fait foi au niveau européen. Ce préalable étant fait, je débute donc mon propos par la présentation du rapport sur le budget de l'État et je vais vous exposer ce qui, selon nous, en constitue les 5 messages clés. Le premier message, c'est que si le déficit budgétaire de l'État s'est réduit en 2025, il reste très élevé. Le déficit de l'État s'élève à 124,2 milliards en 2025. C'est une amélioration notable, 31,7 milliards de moins qu'en 2024. Mais il reste très supérieur au niveau constaté avant la crise sanitaire. Il était ainsi 2 fois plus élevé qu'en 2017. Je souhaiterais vous faire part de quelques éléments pour mieux analyser ce résultat. Il convient d'abord de rappeler que cette amélioration bénéficie de la fin de l'amortissement budgétaire de la dette Covid pour 6,5 milliards d'euros, dont la comptabilisation en dépenses avait été critiquée par la Cour. Le résultat budgétaire bénéficie également de différentes mesures de transfert de ressources affectées à hauteur de 3,2 milliards. Si l'on neutralise ces mesures, la réduction du déficit en 2025 s'élève à 25,6 milliards, ce qui reste tout de même un résultat notable. Je signale au passage, au risque de jongler entre les différentes comptabilités, ce qui n'est pas simple, que ces quelques 10 milliards sont neutres en comptabilité nationale. Ils ne contribuent donc pas à réduire le déficit public au sens de la gouvernance européenne. Deuxième message clé, il porte sur la dette de l'État qui a atteint un pic inédit, 2 737 milliards à la fin de l'année 2025, avec une charge d'intérêt qui est à nouveau en augmentation. 3 éléments nous semblent particulièrement préoccupants. Le premier, c'est le coût de la charge de la dette qui a atteint 51,6 milliards en 2025, soit 1,5 milliard de plus qu'en 2024. Le second élément notable, c'est le pic historique d'émission de nouvelles obligations assimilables du Trésor qui a atteint 300 milliards en 2025. Et le troisième élément, c'est la divergence des courbes de taux à moyen et long terme entre la France et l'Allemagne, divergence qui s'est accrue et qui traduit une érosion de la confiance des acheteurs de la dette française dans la capacité de notre pays à respecter sa trajectoire pluriannuelle de finances publiques. S'agissant de la charge de la dette, sa progression semble limitée en 2025, 1,5 milliard, comme je viens de le rappeler. Cela tient évidemment à la baisse de la provision constituée sur les obligations indexées, puisque l'inflation a reculé l'année dernière, alors que la charge des intérêts réellement décaissés progresse en réalité de 5 milliards. À ce propos, la Cour relève que l'inscription en dépenses de cette provision n'est pas conforme aux dispositions de la LOLF. Elle ne donne pas lieu, en effet, à un décaissement. Elle dégrade artificiellement le déficit budgétaire en période de forte inflation, le minore en période d'inflation modérée et se traduit par des variations importantes d'une année sur l'autre en fonction de l'inflation qui masque le montant des intérêts réellement payés et leur forte évolution. Les conséquences de cette indexation sur certaines obligations est présentée en comptabilité générale, comme les autres provisions. Elle est également dans le rapport sur la dette des administrations publiques. La Cour recommande donc de mettre fin à cette provision dans la comptabilité budgétaire en cohérence avec la suppression de l'amortissement de la dette Covid qui procédait d'une confusion similaire entre opérations budgétaires et opérations de financement. Troisième message clé, le rapport souligne la forte hausse des recettes fiscales et notamment des impôts. La hausse des recettes fiscales nettes a atteint plus de 30 milliards en 2025, c'est 9,4% de plus qu'en 2024. C'est une progression importante au regard des tendances passées. Elle s'explique en premier lieu par des hausses d'impôts pour un montant de plus de 14 milliards, supportées pour l'essentiel par les grandes entreprises et les consommateurs d'électricité, des mesures de budgétisation avec le 1% logement qui a également eu un effet positif sur les recettes de l'État.
Enfin, l'évolution spontanée des recettes fiscales nettes, qui a été dynamique, contribuant à hauteur de 13 milliards à la hausse globale. En revanche, je souligne que l'atonie des recettes de TVA se prolonge cette année encore. Le rapport relève également que les recettes fiscales nettes ont dépassé pour la première fois depuis 2022 la prévision inscrite en loi de finances de près de 7 milliards. Ce dépassement résulte de l'augmentation spontanée des impôts et notamment de l'impôt sur les sociétés, porté par des bénéfices fiscaux en 2024 et en 2025 plus élevés